Merci Cédric pour l'invite, hein. Donc aujourd'hui on va parler de Kubernetes avec l'offre managée Microsoft AKS, Azure Kubernetes Service. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut gérer en fait l'automatisation autour d'AKS avec pour le déploiement de l'infrastructure et, Azure DevOps pour automatiser euh, la création de notre infra et le déploiement de nos applications. Donc, je m'appelle Thomas Ranou, je suis architecte cloud. J'ai mis le lien vers mon blog ici en bas, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Il y a beaucoup d'articles sur des sujets Azure. Et c'est parti. Alors, on va faire un petit focus avec quelques slides pour présenter les outils qu'on va manipuler. Et puis ensuite, ce sera que de la démo. Donc, pour commencer, Kubernetes. Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est l'orchestrateur de conteneurs Docker écrit par Google, développé par Google, qui maintenant appartient à la Cloud Native Computing Foundation. Et cet outil, maintenant, il est mis à jour librement par un consortium d'entreprises dont les plus importantes sont Google, Microsoft, Red Hat, par exemple. Donc, c'est un outil libre qui nous permet en fait de gérer le cycle de vie de nos conteneurs Docker, à savoir d'automatiser le déploiement, la duplication de nos conteneurs, de garantir une haute disponibilité de nos applications et la capacité de détecter un problème sur un conteneur pour éventuellement le détruire et le recréer derrière. Donc c'est une solution qui a gros avantages lorsqu'on a besoin de manipuler un certain nombre d'applications conteneurisées et de les faire communiquer entre elles. Après, c'est sûr que si on a une petite application qui va être utilisée par 10-15 utilisateurs, ça ne vaut pas forcément le coup d'utiliser un cluster Kubernetes. Par contre, lorsque, comme Google, on a besoin de faire tourner Gmail ou Calendar, par exemple, puisque ça tourne dans des conteneurs Docker, là, on parle de millions d'instances qui sont déployées. Donc, à ce moment-là, on a l'intérêt d'utiliser cet outil, parce que c'est pour ça qu'il a été conçu au départ. Si on s'intéresse à l'architecture d'un cluster Kubernetes, on voit qu'on a la partie master ici, donc qui est en fait le point d'entrée de notre cluster. Donc toute la logique de fonctionnement et de trafic réseau va passer par le master avant d'être déversé dans les nodes, qui sont les briques bleues ici. Ces briques bleues, nous, c'est ce qui nous intéresse, hein, puisque c'est dans ces composants que l'on va déployer nos applications. Donc les nodes ici, ça correspond en fait à des machines virtuelles qui sont provisionnées pour constituer un nœud Kubernetes. Et dans ces VM, on va y déployer des pods, à savoir qu'un pod, c'est l'unité logicielle de Kubernetes pour exécuter un ou plusieurs conteneurs Docker. Voilà pour les notions fondamentales de Kubernetes. Alors maintenant, on va voir Azure, à quel niveau ça intervient là-dedans. En fait, Azure propose une offre managée qui s'appelle Azure Kubernetes Services, qu'ils ont développée. En fait, il n'y a pas, ça commence à dater un peu maintenant, mais dans un premier temps, ils ont proposé une solution qui s'appelait Azure Container Service et qui permettait en fait de déployer du Docker dans Azure en utilisant soit Kubernetes, soit DCOS ou Swarm, qui sont des solutions concurrentes en fait à Kubernetes. Mais étant donné que
que c'est Kubernetes qui a gagné on va dire la guerre des orchestrateurs de conteneurs, et ben, ils ont décidé de faire un focus sur cette solution, d'où l'offre Azure Kubernetes Services. Alors c'est une offre managée dans le sens où, si on revient sur mon schéma précédent, et ben en fait la brique master, elle va être entièrement gérée par Azure. Elle va être déployée, configurée, garantie hautement disponible par Azure. Donc moi, cette brique-là, en fait, j'ai pas à m'en soucier, du coup, avec AKS. J'aurai uniquement à configurer mes nodes et les applications que j'y déploie. Et c'est un très fort avantage de ne pas avoir à gérer ce master, parce que c'est quand même très compliqué. Donc avec cette solution AKS, Azure nous garantit une haute disponibilité de notre cluster, une scalabilité à grande échelle, c'est-à-dire que si j'ai besoin de 50 nodes pour faire tourner mon application, bah, je n'aurai pas de problème là-dessus pour les avoir. Une gestion des mises à jour semi-automatique, c'est-à-dire que Azure va nous mettre à disposition la mise à jour de notre cluster Kubernetes et il faudra que je redémarre mes nodes pour l'appliquer. Mais derrière, ça se fera de façon transparente pour moi. Et l'intégration avec un outil de monitoring Azure qui s'appelle Azure Monitor. Donc là, c'est le grand avantage des offres cloud, hein, c'est que lorsqu'on déploie une brique comme AKS, et ben derrière, on va avoir à disposition facilement les outils de supervision du cloudeur. Donc ça, c'est pour AKS. On va également utiliser un outil d'infrastructure as code qui s'appelle Terraform. Terraform, c'est un outil de description et d'automatisation de son infrastructure. Donc ça marche aussi bien pour des infras on-premise, par exemple du VMware ou du provider cloud, donc Azure, AWS, GCP au choix, Oracle Cloud si vous voulez. Mais du coup, ce qu'on va faire avec Terraform, c'est décrire notre infrastructure cible et, ben, grâce à cette description, lorsqu'on va appliquer notre script, et ben, Terraform va créer toutes les ressources qui vont bien sur la plateforme qu'on aura spécifiée au moyen d'un provider. Donc nous, en l'occurrence, on va utiliser le provider Azure. Et Terraform, ça nous fournit un langage commun qui s'appelle HCL. Et donc, on va utiliser ce langage pour décrire notre infra. Alors, il y a une idée assez répandue avec Terraform, c'est que vous écrivez votre script et derrière, quel que soit l'environnement cible, ce script va être le même. En gros, vous écrivez un script agnostique de l'environnement cible, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, avec Terraform, vous avez un langage commun. Vous allez manipuler des notions qui sont communes aux différents environnements, mais derrière, le script en lui-même va être totalement différent si vous ciblez Azure de si vous ciblez AWS. Pourquoi? Parce que chaque cloudeur a défini ses composants qu'il faut manipuler, donc les composants avec leurs propriétés, leurs paramètres, et donc il faut s'adapter à ces composants pour écrire notre code Terraform. On verra tout à l'heure comment ça se matérialise. Dernier outil, Azure DevOps. Azure DevOps, c'est l'outil d'intégration, déploiement continu de Microsoft. C'est le successeur d'une solution qui s'appelait VSTS. Donc Azure DevOps, ça nous fournit un tas d'outils pour créer nos pipelines de build et de déploiement. Ça nous offre un repo Git, une vision de board également pour gérer ses sprints. Voilà. Et tout ça déployé et exécuté dans Azure. Et le but de cet outil, c'est de pouvoir adresser tous les langages de programmation, toutes les plateformes cibles,
Donc, quel que soit votre besoin, en théorie, avec Azure DevOps, vous allez pouvoir l'adresser. Si vous voulez déployer une application Java sur AWS, ça ne posera pas de problème. Il y a ce qu'il faut pour le faire. Et si le besoin, enfin si l'outil dont vous avez besoin n'existe pas, il y a un système de marketplace pour pouvoir aller récupérer auprès de la communauté des éléments qu'ils ont développés pour Azure DevOps. Donc ça en fait une solution hyper complète grâce à ces ajouts de la communauté. Ok, bon, j'ai assez discuté, on va passer tout de suite à la démo. Si vous avez des questions sur l'introduction aux outils, n'hésitez pas. Perso, j'ai pas de questions. Et si des gens n'ont pas de micro, tapez votre question dans la zone message, je les dirai à haute voix pour que Thomas puisse nous répondre. Super. Ouais. Alors, j'ai créé un projet Azure DevOps ici, qui contient, j'ai créé une solution Azure DevOps qui s'appelle Demo Terraform AKS DevOps et qui contient deux projets. Un premier projet Terraform AKS que l'on va utiliser pour la partie infrastructure et une application .NET Core que l'on va manipuler pour la partie application. Terraform AKS il est ici, donc là je suis sur mon repository Git et on va voir ensemble ce qu'il contient. Alors, on va commencer par le plus simple, Provider. Je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsqu'on utilise Terraform, il faut cibler un environnement, et bien ça se fait au moyen de ce qui s'appelle un provider. Donc là, je spécifie provider Azure, Azure RM, parce qu'on va utiliser Azure RM pour déployer nos composants. Voilà pour le plus simple. Ensuite, notre script, il faut qu'il contienne des variables. Ces variables, je vais les définir via un fichier qu'on appelle en général variable.tf, tf pour Terraform. Et je vais décrire ici les variables que je vais utiliser dans mon script. Donc moi, j'ai besoin d'une variable ressource group, la localisation de mon ressource group, donc à savoir où je vais déployer mon infrastructure. J'ai variabilisé également le nom de mon cluster AKS. J'ai le service principal ID et password pour la création de mon cluster. Il a besoin du service principal. Et j'ai également le nom de ma registry. Donc ça, c'est la définition des variables. Ensuite, j'ai l'affectation d'une valeur à mes variables, puisqu'il faut bien leur associer une valeur. Et là, on va voir qu'on n'a pas encore tout à fait terminé avec nos variables. C'est que vous voyez que mon nom de variable, par exemple, ressource group name, je vais lui associer, vous voyez, une valeur qui est un peu bizarre, où en fait on a deux underscores, le nom de ma variable, et deux underscores derrière. Et on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Pour le moment, on va rester là-dessus. Alors, ensuite, j'ai mon main. Alors, le main, c'est là qu'on déploie, enfin qu'on décrit notre infrastructure en elle-même. Alors, si je regarde ce que contient mon main, on voit que dans un premier temps, j'ai la déclaration de ce qui s'appelle un backend Terraform. Le Terraform, en fait, comment il fonctionne? Il va utiliser un fichier qui s'appelle le tfstate, dans lequel il va stocker les informations relatives à notre déploiement. Donc, lorsqu'il joue le script Terraform, il a plein d'informations sur ce qu'il a déployé à stocker dans un fichier. Ce fichier, ça s'appelle un tfstate. Et ce fichier, il faut bien le stocker quelque part. Donc moi, là, j'indique que mon backend, je vais le stocker dans un storage account Azure
et je vais vous montrer tout de suite ce storage account. Il est dans le ressource group Azure DevOps. Storage Terraform AKS Demo, c'est ce qu'on retrouve ici. D'accord. Dans ce compte de stockage, j'ai un conteneur qui s'appelle Terraform Storage. Et tout à l'heure, quand on aura exécuté notre script, normalement, j'aurai un fichier tfstate qui va être sauvegardé ici. Hop. Donc ça, c'est pour le back-end. C'est très important, on verra tout à l'heure concrètement pourquoi. Ensuite, je décris un resource group. Ressource group, c'est le dossier dans lequel je vais, le dossier logique dans lequel je vais déployer mes ressources. Donc là, je crée un groupe de ressources et vous voyez que là, j'utilise ma variable pour le nom et la localisation de mon ressource group. Thomas, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais on voit plus ton écran, je vois ta caméra sur toi en fait, principalement. Ok, hop, Ouais, pareil. je vais l'arrêter et la relancer. J'ai eu un message, effectivement, je suis en train de regarder en même temps. Tac. Ouais, c'est bon. C'est revenu? Ouais, impec. Ok. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça refait pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Donc ça, c'est pour le ressource group. Dans ce ressource group, je vais avoir besoin de deux choses. Je vais avoir besoin d'une container registry. Container registry, c'est le composant qui va me permettre de stocker mes images Docker. Donc vous voyez que là, j'utilise une autre variable pour le nom de ma registry, une variable que je vous ai montrée juste avant. Je spécifie également la localisation, le nom du ressource group. Et là, vous voyez que je fais référence en fait au composant qu'on a créé juste avant. Ici, cette partie-là, c'est lui en fait. Donc là, je cible en fait un autre composant de mon déploiement Terraform. C'est tout à fait possible. Voilà pour la container registry. Tac, tac, tac. Et en dernier, j'ai besoin d'un cluster AKS. Ce cluster AKS, vous voyez, il faut que je manipule la ressource Azure RM Kubernetes Cluster. Lorsque Terraform va trouver ce composant associé à mon provider Azure, il va savoir que c'est un cluster AKS qu'il doit déployer. Ce cluster, pareil, j'utilise ma variable pour lui spécifier un nom, une localisation et un ressource group. J'utilise la version de Kubernetes 1.18 et je déclare un node pool. Alors un node pool, qu'est-ce que c'est? Si je reviens sur mon PowerPoint, un node pool, c'est le regroupement de ces nodes ici. Ils sont stockés dans ce qu'on appelle un node pool. Et ce node pool, je lui spécifie que je veux que ce soit des machines virtuelles standard D2V2, c'est des VM classiques Azure, plutôt équilibrées en termes de CPU et de RAM. Je veux trois nodes, donc 3 VM, et je précise que je veux utiliser des availability zones. Les availability zones, ce sont... alors Azure, comment dire, ça s'organise en régions. Donc, on a par exemple la région France-Centre. France-Centre, c'est constitué de 3 data centers. Et ces 3 data centers sont ce qu'on appelle des availability zones. Ils sont distants d'une quarantaine de kilomètres, reliés entre eux avec de la fibre optique dédiée. Et du coup, l'utilisation de ces availability zones ici va en fait garantir que je vais avoir chaque VM déployé dans un data center différent. S'il y a un data center qui a une défaillance générale, admettons le data center qui est situé au nord de Paris, il n'a plus d'électricité, et ben j'ai les 2 autres data centers qui sont toujours disponibles pour exécuter mes nodes. Voilà. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de haute disponibilité offertes par Azure.
Et le service principal, on le déclare ici. Voilà, ça c'est pour le script Terraform. Je regarde si je n'ai rien oublié. Tac. Je n'ai rien oublié. Donc ça c'est un script. Voilà. Mais en l'état, il ne fait pas grand-chose. Pour l'exécuter, j'ai besoin de ce qui s'appelle un pipeline Azure DevOps. Mon pipeline Azure DevOps, je vous le montre tout de suite. Il est là, Azure Pipeline.yaml. En fait, ce pipeline, c'est la définition de mes opérations de build de mon script Terraform. Vous savez, avant, on faisait beaucoup de configuration à l'écran, en fait. On faisait du clic-bouton pour décrire mes étapes de build. Et ben maintenant, la solution plébiscitée, c'est de décrire en fait sous forme de pipeline YAML ces étapes de build et de déploiement. Et ce mode de fonctionnement, ça a un avantage particulier, enfin un avantage très important, pardon, c'est que c'est versionnable. C'est un script, donc c'est versionnable. Donc vous avez en tout temps un historique de votre script. Alors, ce script, qu'est-ce qu'il contient d'intéressant? Il contient 5 étapes qui sont importantes. La première étape, c'est un replace token. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, vous vous rappelez les variables, enfin les valeurs de variables que je vous ai montrées juste avant, avec le double underscore avant et le double underscore après le nom de la variable, et ben en fait, c'est cette instruction, ce replace token, qui va affecter véritablement des valeurs à mes variables. Alors comment? Eh ben, c'est grâce aux variables que je définis dans mon pipeline. Ici, on retrouve le nom de ma variable, d'accord, avec une vraie valeur. Ici, AKS, je déploie en France Centre. Mon ressource groupe, il va s'appeler RG AKS et je déploie une registry ACR Demo Mug Tour. Et du coup, cette étape, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre les fichiers tf.vars, que je vous ai montré tout à l'heure, et il va effectuer une comparaison en fait entre les variables qui sont définies ici et les valeurs, enfin les variables de mon fichier Terraform au moyen du préfixe et du suffixe et effectuer le remplacement pour cette fois véritablement affecter une valeur à mes variables. Donc voilà, la variabilisation de mon pipeline, ça se fait avec ce petit outil. Donc le replace token ici, typiquement, c'est un composant du marketplace que j'ai téléchargé pour l'utiliser dans ce cas précis. Ensuite, on a Terraform Installer pour installer Terraform, il n'y a pas de mystère. J'ai un Terraform Init. Mon Terraform Init, il va utiliser une Azure Connection que j'ai définie ici dans le paramétrage. Ma service connexion, c'est une connexion à Azure où en fait j'ai précisé les informations de connexion à mon tenant, tout simplement. Et vous voyez qu'ici, je lui fournis les informations sur mon back-end. Le Terraform Init, c'est ça qu'il fait, c'est se connecter au back-end pour voir si, pour la suite du script, il aura un TF state à utiliser. L'initialisation de la connexion à mon environnement et la récupération du TF state. Ensuite, j'ai un Terraform plan. Le plan, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, en fait, ça va prendre mon script et en fonction du TF state, faire en fait la comparaison entre les ressources qui sont déjà déployées et ce qui est décrit dans le script pour voir s'il y a des modifications à apporter.
Une petite question. On a une question en direct, Thomas, Ouais, qui est de la part de Jaris, qui nous dit: je n'ai pas compris l'avantage d'avoir les variables dans Azure plutôt que dans un fichier TF-var directement. Est-ce que ouais. c'est plus de sécurité? Point d'interrogation. Et ben c'est parce que avec Azure DevOps, tu peux gérer des environnements de déploiement différents. Donc, si là, on déploie sur un environnement, mais dans un vrai contexte, tu as ton dev, ta démo et ta prod, et ben, avec tes variables, tu spécifies des environnements de, de déploiement différents euh, pour les intégrer dans ton script Terraform, qui lui reste identique. Voilà, c'est pour ça. Et pour plus de sécurité également, hein, ça a du sens, hein, parce que comme ça, tes informations sont protégées dans Azure DevOps, elles ne sont pas en clair dans un script Terraform. Parce que ce que je n'ai pas montré, c'est que par exemple ici, mes informations de connexion avec le service principal et le password elles sont chiffrées. Vous voyez, je ne peux pas voir la valeur. C'est parce qu'à la création de la variable, j'ai spécifié que c'était du protégé. Donc effectivement, c'est aussi plus sécurisé. Parfait, merci. Donc le Terraform plan, voilà pour savoir concrètement ce que mon script Terraform va déployer. Donc là, par exemple, j'ai pas de TF state, hein, mon conteneur ici, il est vide, donc il va tout déployer. Et le Terraform apply, eh ben, c'est pour vraiment exécuter la création, enfin l'exécution, pour exécuter mon script et donc provisionner mon infrastructure. Et ben mon pipeline, je vais l'exécuter, je fais un run, hop. Et du coup, si je regarde ici, hop là, j'ai été trop loin. Tac. Voilà, donc c'est en cours, c'est lancé. Tac. Si je clique ici, j'ai les logs de tout ce qu'il fait. Et on verra après dans Azure ce qu'il aura créé. Alors, tac. Ok, pendant qu'il fait cette partie-là, on va prendre un petit peu d'avance et on va s'intéresser à notre second projet où j'ai une application .NET Core. Donc pareil, hein, j'ai un repo Git qui contient mon application. C'est une application .NET tout à fait standard avec un Dockerfile. Et du coup, tout le jeu derrière, bah, ce sera de réussir à déployer cette application dans mon cluster. Alors, où il est arrivé? Initialize. Donc là, il fait l'étape de remplacement des variables, c'est fait. Terraform init. Donc là, il va checker si j'ai un fichier tfstate. J'en ai pas. Il fait le plan. On regardera après ah bah voilà, tac, ce que je voulais vous montrer. Donc là, bah, il a, par rapport au tfstate qui n'existe pas, et bah, il a décidé qu'il avait 3 ressources à créer. Donc c'est mon ressource group, ma container registry et mon cluster AKS. Et maintenant, il fait le apply et voilà, il est en train de créer tout ça. Donc, vous voyez, il a fait le ressource group, creation complete, et maintenant, il s'occupe de la container registry et de mon cluster. Voilà, donc ça, c'est une opération qui prend à peu près 5 minutes. Si je reviens sur mon autre projet, j'ai mon application qui est toute simple et j'ai des fichiers de déploiement. Alors, Kubernetes, quand on veut y déployer une application, il faut écrire également un fichier YAML qui va décrire en fait ce qu'on veut obtenir de notre application. Si je regarde par exemple
mon deployment. Je précise que je veux déployer une application que je nomme application.NET Core. Cette application, il va la trouver dans une registry qui s'appelle ACR Demo Mugtour sous le nom application.NET Core. Et je dis que je veux 5 pods pour exécuter mon application disponible à travers le port 80. Donc là, il va créer un deployment et un réplica set pour garantir qu'en fait, sur mon cluster Kubernetes, j'ai toujours 5 pods de disponibles pour créer mon application. Ce qui veut donc dire que si, pour une raison ou pour une autre, j'ai un de mes pods qui plante, voire si moi je le détruis à la main, et ben cette instruction fait en sorte que j'en aurai un cinquième de créer pour pallier le fait qu'il y en a un qui a été détruit. Donc ça, c'est pour le deployment. Et j'ai également un service. Alors le service, qu'est-ce que c'est? C'est une configuration en fait du load balancer Kubernetes pour que le flux entrant sur le master soit redirigé vers mon application. Sans ce composant-là, mon site web ne sera pas accessible. Voilà. Alors ici, comment on est? Créer mon cluster, on a encore un petit peu de temps à attendre. Si je regarde ici dans groupe de ressources, j'ai un groupe de ressources RGAKS qui est apparu. Il contient une container registry ACR Demo Mugtour comme prévu. Donc ma container registry, elle est symbolisée comme ça. Pour le moment, il n'y a rien dedans, hein, logique, puisqu'on n'y a rien déployé. Et j'ai un cluster AKS qui est en train de se créer également. Lui, il est en état création. Est-ce que j'ai déjà des informations? Oui, j'ai déjà des informations. Donc j'ai un pool de nœuds qui est en train d'être créé. On voit bien que j'utilise la version 1.18. Mes 3 zones de disponibilité, on les retrouve ici. Et mes 3 nœuds. DVM, standard, D2, V2. Donc vous voyez, ça correspond quand même pas mal à ce qu'on a décrit dans mon script Terraform. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va le laisser finir tranquillement. Tac, tac, tac. Excuse-moi, une question peut-être un peu stupide. Comment tu estimes le nombre de pods par nœud en fait? Là, on voit qu'il y avait 30 pods par nœud. Ouais. Dans l'écran que tu nous as montré, c'est quoi? C'est empirique? C'est par test? Ça se calcule? C'est par test. Hein. Après, tu peux réussir à estimer. Après, il faut savoir que ton nœud, c'est quand même une VM assez classique. Hein. Donc, si tu sais ce que ton application consomme sur une vraie VM à l'ancienne, on va dire, dans un cluster cube, ça va être pareil. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, on ne l'a pas ici dans mon deployment, mais je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, on peut spécifier les ressources que l'on va allouer à notre application. Alors, je vous demande une petite seconde. Le fichier s'ouvre. Tac. Voilà. En fait, on a la notion de ressources ici, avec donc des requests et des limites. Donc request, c'est ce que notre pod va être garanti d'avoir comme ressource d'infrastructure pour fonctionner. Donc CPU, RAM. Et les limites,
c'est ce qu'on ne veut pas que notre pod dépasse en consommation. Donc s'il dépasse les 500 milli-CPU, il va être bridé. Et s'il dépasse 512 mégas de conso mémoire, le pod va être détruit et recréé. Pour éviter les fuites mémoire applicatives et que le pod consomme jusqu'à faire exploser la VM. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, tout à fait. Merci. Ok. Donc ici, il a fini Terraform Apply. Vous voyez, ça a pris 4 minutes. Et du coup, voilà, il a créé mes trois ressources. Hop, alors, tac. Il a créé mes 3 ressources et mon cluster est pleinement fonctionnel. Alors, je vais me connecter dessus. Tac. Je vais me connecter dessus, comme ça ce sera fait. Ok, où est-ce que je suis? Ah oui, mon application, les fichiers YAML, ok. Donc là, c'est très bien. On a notre appli, on a ce qu'il faut pour la déployer dans AKS. Mais là encore, ça ne fait pas tout. Il faut que je crée un pipeline de déploiement. Je vais vous le montrer également. Alors ce pipeline, il va faire 2 choses. Dans un premier temps, il va prendre mon application, utiliser le Dockerfile pour la compiler et en faire une image Docker. Cette image Docker, il va la push sur ma registry. Et suite à ça, il va utiliser cette registry pour déployer mon image dans mon cluster AKS. Alors, les informations de connexion, ici j'ai ACR connexion, j'en ai une autre AKS connexion. Vous vous doutez bien qu'il faudra les modifier avant de pouvoir exécuter ce pipeline. Donc, je le ferai juste après. Alors, ici, mon image, je l'ai appelée application.NET Core. Je déploie dans une registry qui a cette URL. Si, idéalement, j'aurais dû aussi le variabiliser. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, première étape, le build. On voit ici que je vais build et déployer mon image. Pour ce faire, il utilise la commande build and push d'Azure DevOps. Il n'y a pas de mystère. J'ai indiqué dans quel repo je vais déployer mon image. Quelle connexion il doit utiliser? Ça fait référence à ACR connexion ici, que je dois modifier juste après. Et pour mon image, il va créer un tag spécifique qui sera unique à chaque déploiement. Ça, c'est pour générer mon image de mon application et la déployer. Et la déployer dans ma registry. Seconde étape, je dois prendre cette image et la déployer dans mon cluster Kubernetes. Ça va se faire en 2 temps. Première étape, je crée un secret pour pouvoir déployer dans mon cluster. J'ai besoin d'un secret qui va être généré par Azure DevOps. Et je déploie en utilisant, vous vous rappelez, les 2 fichiers YAML que je vous ai montré juste avant, le deployment et le service. Pour déployer mon image, je lui précise où il doit la trouver. Donc container registry, c'est lui. Je précise ensuite mon image et mon tag en utilisant le secret que j'ai créé juste avant. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple d'automatiser également ce déploiement. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que je modifie mes informations de connexion. Donc pour ça, on va dans Service Connexion. Je vais supprimer
mes informations précédentes. Tac, tac. Et les recréer. Donc là, j'ai besoin d'une connexion à un Docker Registry. Alors là, j'utilise Azure Container Registry, mais si j'utilisais Docker Hub, ce serait exactement la même chose. Avec Docker Hub, je renseigne mon identifiant, mon mot de passe, une adresse email, et c'est parti. Là, j'utilise un produit Azure, donc c'est un petit peu plus, l'intégration est un petit peu plus facile puisque il va se servir des informations de connexion à mon tenant pour récupérer l'image dans ma registry. Qui ici, j'en ai qu'une sur mon tenant, c'est ACR Demo Mug Tour que je viens de créer juste avant. Le nom de connexion, je spécifie ce qui va bien par rapport à mon script, c'était ACR connexion. Donc là, il s'authentifie, il vérifie que les informations sont les bonnes. Ensuite, j'ai besoin d'une connexion de type Kubernetes. Donc là, c'est pareil, si je veux me connecter à mon cluster via le service account, donc qui est voilà, le système d'authentification natif de Kubernetes, je peux tout à fait le faire. Là, c'est un peu plus simple, je suis en mode intégré Azure. Donc pareil, il va se connecter par rapport à ma souscription Visual Studio Enterprise et je me connecte à mon cluster AKS. Namespace, on va déployer sur le default. Service connection name, AKS. Connexion. Donc vous voyez que là, en fait, mon pipeline, il reste le même. Et suivant ce que je configure comme connexion à ma registry et à mon cluster AKS, et ben en fait, je peux déployer sur un environnement spécifique sans problème. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, si j'exécute mon pipeline, hop, voilà, je me remets sur les logs et puis on va voir ce qu'il va faire. Tac, tac, tac. Alors ici, est-ce que je m'étais connecté? Hop, oui, oui. Ok, je suis connecté. Donc pour le moment, si je fais kubectl getPod, bon, je dois rien avoir, hein, j'espère. Non, c'est qu'on a un gros problème. Voilà, il n'y a pas de pod. Si je fais un getNode, j'ai mes 3 nodes, il n'y a pas de souci. On retrouve nos petits. Alors le build, du coup le build, il prend mon application, il la compile grâce au Dockerfile, et là du coup il doit la push, voilà. Il la push sur, alors là il est en train d'utiliser le Dockerfile pour la compiler, mais ensuite il va la push sur ma registry. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, dans Azure, ACR Demo Mug Tour, dans mon repo. Ici, normalement, je devrais voir, hop, je devrais voir une application Netcore qui est apparue, voilà, avec le tag 60. Voilà, donc là, mon application, elle est déjà disponible. Elle est déjà disponible, je peux la déployer. Il n'y a pas de problème, normalement. Et donc là, il la déploie sur mon cluster AKS. Donc, il crée le secret et il déploie. Alors ça va très vite, normalement. Vous voyez, donc là, il a créé mon deployment service.
Si je regarde, si je fais un kubectl getPod, normalement, on doit en avoir 5. Paf, j'en ai 5. Hop, il m'écrit plein de trucs et il a fini. Voilà, il a fini. Donc j'ai bien 5 pods d'actifs pour exécuter mon application. Si je fais un kubectl get services, ah oui, j'ai pas précisé un truc, c'est que du coup là j'ai 5 pods, j'ai 3 nœuds disponibles pour héberger ces pods. Donc ils seront dispatchés sur les 3 nœuds automatiquement. Ça c'est un mécanisme natif Kubernetes. Donc si je prends mon application, tac, voilà ma magnifique application. Et ce qu'on voit, du coup, c'est qu'elle n'est pas à jour. Et ça, c'est pas bien. Donc, ce que l'on va faire, c'est très rapidement, on va la mettre à jour. Puisqu'aujourd'hui, on est le 12. Hop, je fais une modification en live, mais si vous étiez branché au repo Git et que vous faisiez un git push, c'était pareil. Mon pipeline, il est configuré pour se relancer à chaque modif sur le repo Git. Donc, il se relance. Tac, ouais, trigger, voilà, trigger master. Chaque modif du master, puisque là mon pipeline il cible la branche master, et il se relance. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Mon application, elle existe déjà. Elle existe déjà, mais j'ai demandé un nouveau déploiement avec un tag, tag d'image Docker différent. Donc Kubernetes va procéder à un rolling update où en fait il va détruire progressivement mes pods ici pour en créer de nouveaux avec, avec mon application dessus. Donc on va attendre un peu. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, c'est que sur mon compte de stockage, maintenant, j'ai un fichier tfstate. Si je le télécharge pour voir à quoi ça ressemble. Hop. Tac. Voilà, donc ça c'est tout le descriptif de ce que j'ai déployé. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens sur mon pipeline, si je reviens sur mon pipeline d'infrastructure et que je le relance, on va le relancer, hop. Donc on le relance exactement de la même façon que tout à l'heure. Et on va voir qu'en fait, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer parce que le tfstate, il existe. Son contenu est identique à ce que Terraform voudrait faire. Donc il ne va rien se passer. Ici, du côté de mon application, vous voyez, dans le deuxième build, il dit qu'il a fini. Donc ici, je rafraîchis ma page. Voilà, on est bien à la bonne date. Et si je regarde ici mes pods, normalement, ils ont tous changé. Voilà. Ils ont tous changé. Ceux-là, ils ont été détruits. J'avais une nouvelle version de mon application à déployer. Donc, un par un, il a détruit ces pods pour en créer des nouveaux. Ce qui veut donc dire que pendant un laps de temps très court, il était possible pour un utilisateur, pour un client de mon site web, de tomber sur la version 11
et pour un autre de tomber sur la version 12 pendant qu'il fait ce rolling update de mon application. C'est sur un laps de temps très court. Mais au moins, il n'y a aucune interruption. Donc ça, c'est bon, il a redéployé. Si je regarde ici, alors là, ça va être intéressant. Il en est à la partie Terraform et il va nous dire, dans le Terraform plan, bah en fait, moi, j'ai rien à faire. Et on va voir ça tout de suite. Terraform. No change. No change, infrastructure is up to date. Voilà. Donc il a trouvé qu'il n'avait rien à faire en regardant le TF state. Donc ça, c'est très important dans le fonctionnement de Terraform. C'est cette particularité. Par contre, si mon script, je le modifie et par exemple, je précise que maintenant, je veux utiliser 5 nœuds, et ben à ce moment-là, il va me provisionner mes nœuds supplémentaires. Il ne va pas détruire mon cluster pour le recréer. Il va détecter que le changement, c'est au niveau du nombre de nœuds, donc il va en ajouter 2 autres. Voilà pour ça. Hop. Je regarde si j'ai bien tout dit. OK. Et je peux revenir à mon PowerPoint pour la conclusion. Ce qu'on a déployé, ce que je vous ai montré en fait, hein, c'est dans Azure DevOps, j'ai un projet d'infrastructure qui utilise un script Terraform pour provisionner un cluster AKS. Et dans Azure DevOps, j'ai un second projet pour y déployer une application. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, si vous cherchez des informations sur Kubernetes pour y tester, déployer des applications, être au courant un peu de ce qui se passe sur ce produit et plus généralement sur les produits, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Merci à tous. Merci Thomas. À vos questions. Alors moi j'ai une petite question, ça concerne plus Kubernetes. Est-ce qu'il est possible de créer des groupes de pods, admettons groupe A et groupe B? Groupe A est dans la version 1, donc la moitié de mes pods, admettons, sont en version 1 et continuent de tourner. Je fais un upgrade de la base de données à un moment donné et paf, j'arrête tout mon groupe 1 et je démarre mon groupe 2 qui a été provisionné en groupe 2. C'est possible ça avec Kubernetes? Ça, tu vas pouvoir le faire avec un outil qui s'appelle Istio et qui permet d'adresser ce genre de besoin. D'accord. C'est-à-dire, j'ai 2 versions qui tournent en parallèle, je redirige progressivement le trafic d'une version vers la deuxième. D'accord. Écoute, super. Merci. On a une autre question qui dit, est-ce qu'il est possible de déplacer un pod d'une node à l'autre et comment se passe la migration des datas? Est-ce qu'il est possible de déplacer un pod d'un node à l'autre? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que je peux me tromper, hein, mais je pense que dans ce cas de figure, on va être plutôt sur la suppression du pod et sa création sur l'autre nœud. Ça va pas être un déplacement physique. Je ne sais pas si tu vois la conversation, il y a un complément à la question qui dit, par exemple, si on veut arrêter un node pour maintenance. Ah oui, ah bah alors ça c'est un autre type d'opération. Alors ça pour le coup ça va être fait automatiquement par le cluster. C'est-à-dire que si tu veux arrêter un node et avant qu'il s'arrête physiquement, Kubernetes va déplacer tes pods. Enfin du moins non, il va pas les déplacer, il va les arrêter et les recréer sur d'autres nœuds.
Je ne crois pas que l'opération de déplacement, vraiment, je le prends, je le mets ailleurs, il ne me semble pas que ce soit possible. Ça va être, je le supprime d'un node et je le recrée sur l'autre. À vérifier. J'ai pas, pour moi, c'est ça, à vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une nouvelle question, un complément. Pour les datas, conseillerais-tu d'utiliser de l'espace de stockage Azure plutôt que des volumes Docker locaux, du coup? Ben, plutôt que des volumes locaux. Donc, c'est-à-dire sur ton infra on-premise, du coup. C'est ça que tu veux Des dire par volumes Docker local. locaux, ouais, je pense que c'est... Bah oui, du coup, tant qu'à faire. Bon, au moins, tu vas avoir un débit, un trafic réseau plus performant, ça c'est sûr. Donc, oui, effectivement, dans le cas où on déploie du conteneur Docker dans Azure, l'idée c'est plutôt d'utiliser un compte de stockage Azure également. Est-ce qu'on m'entend quand je parle? Oui. Oui, je pourrais apporter des précisions à mes questions. En fait, c'est, admettons, on a des nodes, et puis sur les nodes, on a des pods, par exemple, qui représentent une base de données, une base Ouais. MySQL, par exemple. La base de MySQL, elle va stocker ces données quelque part. Par défaut, dans du Docker, c'est stocké dans un volume qui est sur le node, en fait, qui est sur. Alors, enfin, moi, j'ai l'habitude, en fait, plus de Docker. Alors, c'est peut-être pour ça que ma question est peut-être un peu particulière par rapport à du Kubernetes, mais Ouais. pour moi, le volume, en fait, c'est un point de montage qu'on fait sur le node. Et je pense que c'est pas trop dans la philosophie de Kubernetes. Est-ce que du coup, Azure propose des choses comme ça pour passer d'un node à l'autre, pouvoir migrer des conteneurs d'un node à l'autre ou des choses comme ça, surtout les conteneurs de base de données où c'est important de ne pas perdre de données, quoi. Ouais, bah du coup, oui, un compte de stockage qui va être du coup une solution externe à ton node, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ça Oui, répond à ta question. Ouais, tout à fait, mais après, j'imaginais mal au niveau de la mise à l'échelle et tout ça, des nœuds de base de données, je voyais pas comment. Enfin, Bah après, après héberger une base de données dans un cluster Kubernetes, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, mais effectivement l'utilisation de de data, que ce soit du fichier ou une base, je pense qu'il faut toujours privilégier une solution externe à ton cluster, puisque la logique derrière Kubernetes, c'est que les nodes et les pods, ce sont quand même des composants assez volatiles, sur tous les pods. Donc il faut éviter d'avoir un stockage vraiment sur la VM, quoi. Ça me semble pas être une bonne pratique, parce que tu peux aussi configurer de la montée en charge, donc de l'autoscaling sur tes nodes. Ils peuvent être détruits ou créés suivant la charge. Donc avoir un stockage sur ces nodes, ça me semble pas être une très bonne idée. Il vaut mieux utiliser pour le coup une base Azure ou un storage account pour héberger des données. Des solutions qui du coup n'ont rien à voir avec ton cluster Kubernetes, mais qui vont s'intégrer facilement avec, puisqu'ils sont dans Azure. Ouais, on avait Julien qui dans le chat disait un peu la même chose en fait, hein, que les datas on les mettait effectivement sur des stockages spécifiques. Il vaut mieux, ouais, il vaut mieux. Ok. Ouais, il est 13h30, on n'est pas trop mal. C'est parfait même, c'est génial. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais te remercier Thomas.
Bah, avec Merci plaisir. infiniment pour cette démo qui était ultra intéressante. On a vraiment été de bout en bout. Quand tu auras écrit ton article sur le sujet, j'enverrai un petit mail aux gens qui ont été inscrits à ce meet-up pour qu'ils puissent retrouver toutes les commandes une par une. Ça me paraît plutôt pratique. Et puis, Là, voilà. ce sera sur les fichiers pour le coup. Pardon? Là, ce sera les fichiers du coup que vous Ok. aurez à disposition, les scripts Terraform et puis les pipelines. Génial. Et j'enverrai un petit mail à tout le monde. On enverra un mail et puis Ouais. les gens Alors, pourront je jouer sais pas, avec. je sais pas quand il va sortir cet article, mais c'est prévu. Ça va arriver. Super. Merci beaucoup. Si besoin, si vous avez une question qui vous revient, vous n'hésitez pas à vous me contacter sur Twitter @Thomas Ranou. Je vous répondrai avec plaisir.